Le matin s'ouvrait doux et clair, avec cette lumière de printemps qui lave tous les murs, les souvenirs, les regrets. Je portais dans mes bras un bouquet de lilas que j'avais cueilli à l'aube, derrière la maison, là où les grappes violettes s'enroulent autour du vieux mur de pierre. Leur parfum tenait encore sur mes doigts, mêlé à celui de la terre humide. Je voulais les poser sur la table du salon, près de la photo de Jacques. C'était notre habitude, à lui et à moi, chaque avril. Le premier bouquet de lilas marquait la renaissance de la maison. Quand j'ai tourné au coin de la rue des Peupliers, j'ai aperçu la grille verte, celle qu'il avait repeinte l'année de nos 50 ans. Mais quelque chose, tout de suite, m'a frappé. La grille était verrouillée, et sur les barreaux pendait un panneau neuf, d'un blanc agressif, où l'on pouvait lire, en lettres bleues, « Propriété privée, vente en cours ». J'ai cru, l'espace d'une seconde, que c'était une plaisanterie, une erreur d'agence. La maison, ma maison, celle où j'avais vécu 50 années, ne pouvait pas être à vendre. Je suis resté un instant, immobile, le bouquet serré contre moi. Le vent a soufflé, faisant bruire les lilas, comme s'ils frémissaient d'incompréhension. J'ai cherché la clé dans mon sac, par réflexe. Mais elle n'y était plus. Je me suis rappelé alors que Claire me l'avait prise pour la ranger à un endroit sûr. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois. Le carillon de l'entrée a retenti. Son écho familier traversant les murs, ce son qui m'avait toujours annoncé les rires, les repas, la vie. Cette fois, il a semblé sonner dans le vide. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Une silhouette fine est apparue. Hugo, mon petit-fils. Il m'a regardé sans sourire, presque gêné. Je lui ai tendu la main à travers la grille. Il n'a pas bougé. Sa voix, timide, est tombée comme une pierre. Maman a dit que ce n'était plus ta maison, mamie. Je crois que je n'ai pas compris tout de suite. Ces mots n'avaient pas de sens. Plus ma maison? La phrase tournait dans ma tête, s'entrechoquant avec les bruits du matin, le merle sur le fil, le moteur d'une voiture, le froissement du papier autour de mon bouquet. Je l'ai fixée, cette grille verte, comme si elle pouvait me répondre. Puis la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Claire est apparue. Elle portait un tailleur clair, impeccable, ses cheveux relevés, son air pressé. Elle a jeté un regard rapide à mon bouquet, puis à moi, avant de dire d'un ton sec, professionnel. « On ne pouvait pas t'attendre éternellement, maman. Tu ne peux plus t'en occuper. » Je n'ai pas bougé. La phrase était glaciale, polie, presque administrative. Je me suis sentie rétrécir, devenir étrangère à ces murs que j'avais peints, à ces pierres que j'avais lavées à la main, à ces lilas que j'avais plantés. Les lilas ont glissé de mes bras. Ils sont tombés sur le gravier, doucement, un bruit léger, presque tendre, comme un souffle qui s'éteint. Et tout à coup, le silence s'est fait lourd. On n'entendait plus que le craquement des pétales sous les pas de ma fille. Je me suis penchée pour ramasser les fleurs, mais mes doigts tremblaient. Claire a soupiré. « Ne fais pas de drame, maman. C'est pour ton bien. Cette maison est trop grande, trop chère. Il fallait agir. » J'ai levé les yeux vers elle, et j'ai vu dans son regard non pas la méchanceté, mais pire encore, l'indifférence. Elle avait déjà tourné la page de mon histoire. J'ai voulu parler, protester, dire « Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste de lui, de Jacques, de vous, de mon travail, de mes années. » Mais aucun mot n'est sorti. Le silence, encore lui, a fait le travail à ma place, un silence coupant, lucide, irréversible. Hugo a baissé la tête. Il a murmuré « Je suis désolé, mamie », et il a refermé la porte doucement. Je suis restée seule, devant la grille. Le panneau « Vente en cours » claquait au vent. Les lilas, au sol, répandaient leur parfum comme un adieu. Je me suis assise sur le muret d'en face, mon cœur battant à vide, et j'ai regardé la maison, ma maison se détacher lentement de moi, comme si elle s'éloignait d'elle-même. Les volets bleus, les géraniums sur le rebord de la fenêtre, le rideau du salon que j'avais cousu à la main, tout semblait intact, sauf l'évidence. Je me suis souvenu d'une phrase que Jacques répétait souvent. « Une maison, ce n'est pas seulement des murs, c'est la mémoire de ceux qui y ont tenu debout. » Aujourd'hui, cette mémoire, on venait de la clôturer avec une pancarte. Je ne suis pas allée sonner une 3e fois. Je savais que c'était inutile. Le bruit de la clé dans la serrure aurait sonné comme une insulte. Je suis rentrée lentement, mes jambes pesant comme du bois. Arrivée au square du coin, je me suis assise sur un banc. Le vent portait encore l'odeur des lilas écrasés.
J'ai sorti de mon sac le petit carnet à couverture bleue que je garde toujours. C'est mon refuge depuis la mort de Jacques. J'y note les dates, les mots, les blessures qu'on n'a pas le droit de crier. J'ai ouvert à la première page libre. Et, d'une main encore tremblante, j'ai écrit. Ils ont fermé ma maison, mais c'est mon cœur qu'ils ont muré. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Elle me semblait lourde et claire à la fois, comme une pierre qu'on pose sur une tombe. Puis j'ai ajouté la date, le lieu, l'heure. Ce n'était pas une plainte. C'était une preuve. Je savais que, tôt ou tard, il me faudrait ouvrir les yeux sur ce qui venait de se passer. Ce jour-là, sous le soleil tendre d'avril, quelque chose venait de mourir. Mais au fond de moi, dans le silence exact de cette humiliation, une autre chose venait de naître, une lucidité neuve, fine comme une lame. Le printemps pouvait bien refleurir. Moi aussi, d'une manière plus lente, j'allais refleurir. Mais plus jamais au même endroit. ChatGPT said. Je n'ai pas toujours eu des mains tremblantes et des silences prudents. Il fut un temps où je marchais vite, où ma voix portait dans les couloirs d'école, et où le craquement de la craie sur le tableau me semblait la musique la plus juste du monde. J'étais institutrice à Tours, à l'école Jules Ferry, dans ces années où tout sentait encore l'encre violette et la craie blanche. Jacques venait me chercher à la sortie de classe, son costume un peu froissé, son sourire large, et son regard, ce regard de quelqu'un qui voit en vous la promesse d'une vie à bâtir. Nous n'avions rien, sauf la volonté de tout construire. En 1974, nous avons trouvé, à la sortie de la ville, une vieille maison à vendre. Une ruine plutôt, les murs fissurés, le toit effondré, un lilas maigre au fond du jardin, prêt à mourir. Mais Jacques, toujours rieur, avait dit « Regarde, elle attend juste qu'on lui tienne compagnie. » Et moi, j'avais répondu « Alors on la sauvera, elle aussi. » Nous avons signé sans réfléchir, avec un crédit serré et des rêves à l'appel. Les soirs d'hiver, on s'endormait les doigts tachés de plâtre, la peau râpée par le ciment, mais le cœur léger. Cette maison, c'était notre enfant secret, celui qu'on façonne, pierre par pierre, sans jamais se disputer pour savoir qui aura raison, puisque le seul but, c'est qu'elle tienne debout. Le printemps suivant, Jacques a planté 2 lilas, côte à côte, juste devant la tonnelle. Il disait que c'était nos témoins de mariage à retardement. Chaque année, ils refleurissaient un peu plus, jusqu'à envahir la façade de leur parfum, ce mélange de douceur et de force tranquille qui me rappelait tant notre vie. Les dimanches, Claire courait dans le jardin en robe blanche, les cheveux emmêlés, les genoux écorchés. Je préparais le ragoût dans la vieille cocotte héritée de ma mère, et Jacques sifflait en débouchant une bouteille. Sous la tonnelle, on parlait fort, on riait pour rien, on se disputait parfois sur la couleur des volets. Mais à la fin du jour, il y avait toujours le silence tendre du soir, les lilas qui respiraient dans l'air, et cette impression, rare et précieuse, d'être exactement à sa place. Les années ont passé, rapides et pleines. Les enfants ont grandi, la maison a vieilli. Puis un jour, tout s'est ralenti. Jacques est tombé malade. Un souffle court d'abord, puis des examens, des mots nouveaux, les visages graves des médecins. Le jardin est devenu son refuge. Je le voyais, chaque matin, s'asseoir près des lilas, avec sa couverture sur les genoux. Il fermait les yeux, respirait longuement, et disait « Tant que les lilas refleurissent, on tiendra, hein ?» Quand il est parti, un matin de mai, la maison a pris un autre son. Les murs, d'ordinaire bavards, se sont tus. J'ai continué à parler seul, pour que rien ne s'éteigne. J'ai fait briller les vitres, ciré le plancher, entretenu la chaudière, comme si l'ordre pouvait compenser l'absence. Chaque printemps, j'ai taillé les lilas, lentement, avec la rigueur d'un geste sacré. Claire, à cette époque, venait encore les dimanches. Elle aidait, un peu, parlait beaucoup. Je la regardais et je retrouvais en elle ce mélange de force et d'impatience qui me rappelait Jacques jeune. Je croyais que la maison continuerait à vivre à travers elle, qu'elle deviendrait son abri, son ancrage. Mais la vie, je l'ai appris tard, ne transmet pas la mémoire par le sang. Les lilas, eux, n'ont jamais failli. Chaque printemps, ils refleurissaient, même après les hivers les plus rudes. Leur parfum entrait dans la cuisine, se glissait jusque dans ma chambre. Et moi, chaque année, je murmurais la même phrase, en rangeant mes outils de jardinage. Chaque printemps, les lilas fleurissaient, pour me rappeler qu'on pouvait refleurir après la perte. C'était ma prière silencieuse, ma certitude obstinée.
Jusqu'à ce matin, où, devant la grille fermée, j'ai compris que même les lilas ne pouvaient plus refleurir si quelqu'un décidait de les déraciner. Les premiers signes n'ont pas été violents. Ils ont pris la forme d'attention polie, de sourires un peu forcés, de phrases prononcées sur le ton doux qu'on réserve aux gens qu'on veut rassurer ou écarter. Tout a commencé lorsque Claire est devenue notaire, à Paris. Elle m'a annoncé la nouvelle avec fierté, un dimanche. « Tu vois, maman, maintenant je peux t'aider avec tout ce qui est administratif. Tu n'auras plus à t'inquiéter. » J'avais trouvé ça touchant, presque attendrissant. Mais très vite, le mot « aider » a commencé à prendre trop de place. Elle a voulu revoir mes assurances, mes factures, mes papiers. Elle disait que tout coûtait trop cher, qu'il fallait simplifier. « Tu ne peux pas tout gérer à ton âge, maman. Laisse-moi m'en charger. » La première fois qu'elle l'a dit, j'ai souri. La deuxième fois, j'ai eu froid. La troisième, j'ai compris. Les clés ont changé de main sans bruit. D'abord celle de la cave, par sécurité. Puis celle de la boîte aux lettres, pour t'éviter de descendre. Enfin, celle du portail, au cas où tu oublierais la tienne. Un matin, sans que je sache quand ni comment, je me suis retrouvée à devoir sonner pour rentrer chez moi. Les lettres officielles ont commencé à arriver ailleurs. Les documents de la banque, les courriers du notaire, tout partait désormais à l'adresse de Madame Claire D., dans le 15e arrondissement. Un jour, en ouvrant une enveloppe restée dans la boîte, j'ai trouvé un duplicata. À l'attention de votre mandataire, me Claire D. Ce mot, mandataire, m'a glacé. Je n'étais plus la titulaire de ma vie, simplement une signature secondaire sur des papiers que je n'avais pas lus. Lors des repas, tout avait changé de ton. Avant, on me demandait « Maman, tu en penses quoi ?» Maintenant, c'était « On a décidé ça. Tu es d'accord, n'est-ce pas ?» Toujours sur le ton tranquille de ceux qui ne veulent pas discuter. Je hocha la tête, par réflexe, pour ne pas gâcher le dîner. Une fois, elle a ajouté, en coupant son rôti. J'ai contacté le notaire de papa pour actualiser les papiers. C'est plus clair si je m'en occupe, tu n'as pas besoin de te fatiguer. J'ai senti une brûlure dans la poitrine, mais j'ai avalé ma bouchée avant de parler. De toute façon, ma voix n'aurait rien changé. Elle parlait comme on signe une décision déjà prise. Je me suis tue. Mais le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est une façon de voir plus loin que les mots. Le soir, seule dans la cuisine, je notais tout dans mon carnet de cuir. Les dates, les phrases, les changements. Je décrivais les clés disparues, les enveloppes détournées, les conversations écourtées. Ce carnet est devenu ma mémoire parallèle, celle qui n'oublie pas les nuances. Je ne voulais pas croire que ma fille me trahissait. Je me disais que c'était sa manière maladroite de protéger. Mais chaque geste d'aide ressemblait un peu plus à une prise de pouvoir. Chaque attention masquait une mise à distance. Un soir, après un repas silencieux, j'ai écrit « J'étais la fondatrice, je deviens l'annexe ». Cette phrase m'a fait mal. Elle sonnait juste, pourtant. Je regardais ma maison, mon œuvre, mon ancrage, et je la sentais déjà glisser entre mes doigts, comme une poignée de sable trop sec. Je n'ai rien dit. Mais en moi, quelque chose a commencé à s'organiser lentement, méthodiquement, avec la patience de ceux qu'on croit dociles. Les lilas, dehors, fleurissaient comme chaque année. Mais cette fois, leur parfum me paraissait moins doux. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début de la dépossession. Pas celle des biens. Celle plus discrète et plus cruelle, du droit d'exister à la première personne. Le facteur a glissé l'enveloppe dans la boîte ce matin-là, comme toujours, d'un geste rapide. Rien ne semblait différent. La lumière filtrait doucement à travers les rideaux du salon. Les lilas commençaient à ouvrir leurs grappes. Une journée ordinaire, pensais-je. Et pourtant, il suffisait d'un papier pour faire trembler 40 ans d'existence. L'enveloppe portait le tampon de la mairie de Tours. Le papier était épais, officiel, avec cette froideur administrative qui ne laisse jamais présager rien de bon. Je l'ai ouverte lentement, le cœur déjà crispé. À l'intérieur, un courrier sobre. « Madame, conformément à la procédure en cours, nous vous informons de la cession prochaine du bien situé au 12 rue des Lilas. » Le reste du texte s'est brouillé. La cession prochaine du bien. Le bien, c'était ma maison. Le jardin de Jacques, la cuisine où j'avais appris à faire lever le pain, les volets bleus que j'avais repeints moi-même l'été dernier. Je relisais, incrédule, les lignes suivantes.
Il était indiqué « Autorisation et procuration signée par Madame Hélène D., enregistrée le 14 mars de l'année précédente ». Je me suis arrêtée sur ce mot. Signé. Je savais très bien que je n'avais rien signé. Ou plutôt si, un papier, 1 an plus tôt, présenté par Claire avec son ton rassurant. C'est juste pour que je puisse gérer à ta place en cas d'urgence, maman. Une formalité, rien de plus. Elle avait dit ça comme on dit. Bois ton médicament, c'est pour ton bien. Et moi, j'avais signé, sans lire, parce que la confiance est la dernière naïveté qu'on se permet à 78 ans. Cette procuration par précaution, avait-elle précisé, elle venait de s'en servir. Pas pour m'aider, pour vendre, pour effacer mon nom. Je suis restée longtemps, la lettre entre les doigts, sans bouger. Le tic-tac de l'horloge emplissait la pièce, chaque seconde résonnait comme une gifle. Puis j'ai pris ma canne et j'ai marché jusqu'au téléphone. J'ai composé le numéro de Claire. Elle a décroché presque aussitôt, d'une voix neutre. « Oui, maman, j'ai reçu une lettre de la mairie. » Un silence, léger. « Ah, oui, c'est en cours. »« En cours ? Claire, tu as signé à ma place ? » ?»« Non, maman, tu m'as fait confiance. Et maintenant c'est trop tard. » « Trop tard. » Elle l'a dit calmement, sans colère, comme si elle énonçait une évidence administrative. Moi, je n'entendais plus sa voix. Je n'entendais plus rien. Juste un sifflement sourd dans les oreilles, comme le bruit du vent dans les lilas, quand la tempête les plie sans les casser. Je me suis assise, la lettre sur les genoux. Trop tard. 2 mots simples, nets, tranchants. 2 mots qui effaçaient d'un coup 40 ans de travail, de mémoire, de patience. 2 mots qui me réduisaient à une vieille femme qu'on gère. Quand elle a raccroché, je suis restée un long moment sans bouger. Les rayons du soleil glissaient sur le carrelage, la poussière dansait dans l'air comme de petites vérités muettes. J'ai regardé autour de moi, chaque meuble, chaque rideau, chaque trace de Jacques. Tout me parlait, sauf ceux qui avaient encore une bouche. Je me suis levée, lentement, et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lilas étaient en fleurs. Leur parfum, d'habitude si doux, me donnait la nausée. Je me suis dit que même eux, un jour, seraient coupés, remplacés, arrachés par un inconnu. Qu'il viendrait ici, poser ses valises, repeindre les murs, effacer le passé avec du blanc neuf. Alors quelque chose en moi s'est durci. Une pensée claire, froide, nette. J'avais vécu toute ma vie en respectant les règles les miennes, celles de la décence, du silence, de la famille. Mais il existe des moments où se taire devient une faute. Et j'ai compris que si je voulais encore me regarder dans un miroir, il fallait cesser d'être victime. J'ai sorti de mon tiroir le carnet de cuir. Je l'ai ouvert à la page d'hier où j'avais noté la météo et une phrase de Jacques. Quand on ne sait plus quoi faire, il faut commencer par écrire. J'ai pris mon stylo, j'ai aligné les mots, un par un, sans trembler. Faux, abus, preuve, jour 1. Jour 1. Le premier jour d'autre chose. Le jour où la douleur, au lieu de m'éteindre, a commencé à s'organiser. Je savais que ce combat serait lent, qu'il se mènerait entre des bureaux, des parapheurs, des phrases glacées. Mais cette fois, j'avais une arme que Claire ne possédait pas. La vérité patiente, celle qu'on construit avec la mémoire et la rigueur. Le soir, j'ai rangé la lettre dans une pochette plastique, à la première page du carnet. Puis j'ai soufflé sur la flamme de la bougie, comme si je fermais un chapitre. Le silence est revenu dans la maison. Mais ce n'était plus le même silence. C'était un silence clair, tendu, qui préparait déjà la justice à venir. Les nuits qui ont suivi furent longues, sans contour, sans sommeil. La maison respirait autrement, comme si elle savait qu'on l'avait condamnée à disparaître. Je me réveillais à 3 heures du matin, l'esprit en feu, les mains moites, et toujours la même phrase tournait dans ma tête. « Trop tard, maman. » Je restais assise dans la cuisine, à regarder la flamme du réchaud bleu trembler dans l'obscurité. Le tic-tac de l'horloge semblait battre au même rythme que mon cœur, lent et lourd. Je parlais à Jacques, comme autrefois, quand il m'écoutait en silence, les coudes sur la table. « Tu vois, mon amour, nos lilas vont changer de main. » Cette phrase, je l'ai dite tout haut, un soir de pluie, et j'ai senti, l'espace d'un instant, comme un écho dans la pièce, une présence fine, discrète, qui m'a empêché de pleurer tout de suite. Mais les larmes ont fini par venir, épaisses, lentes, brûlantes. J'ai pleuré la maison, bien sûr, mais plus encore la trahison. La main de ma fille,
celle que j'avais guidée, que j'avais nourrie, s'était posée sur mon nom pour le rayer. Ce n'était pas seulement une vente, c'était un effacement. Et cet effacement, je ne pouvais plus le tolérer. Je me suis mise à prier, pas pour être consolée, mais pour être lucide. Les prières, à mon âge, deviennent souvent des listes de choses à comprendre. Je n'ai pas demandé à Dieu de me rendre la maison, j'ai seulement demandé de garder la force de ne pas haïr. Le matin, je faisais semblant de vivre normalement. Je balayais la terrasse, je préparais mon café, je répondais aux voisins avec le même sourire calme. Mais à l'intérieur, quelque chose travaillait. Une forme de décision lente, solide, presque froide. C'est Madame Breton, ma voisine du 8, qui a allumé la première étincelle de ce renouveau. Elle a 80 ans, ancienne greffière au tribunal, droite comme une tige de fer. Un après-midi, elle m'a trouvée dans le jardin, assise près des lilas. Je devais avoir cet air absent des gens qui viennent d'être amputés d'un morceau invisible. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit doucement « Vous savez, Hélène, parfois, il faut que la douleur devienne un dossier. » Je l'ai regardée sans comprendre. Elle a sorti de son sac un petit carnet noir, semblable au mien. « Faites une main courante. Notez tout. Et surtout, changez de notaire. Ne laissez pas votre fille garder le dossier, sinon elle décidera à votre place. La loi, c'est aussi pour les mères, pas seulement pour les héritiers. » Ces mots ont claqué comme une gifle bienveillante. La loi, c'est aussi pour les mères. Je les ai répétés en silence toute la soirée, comme un mantra. Je me suis revue, 20 ans plus tôt, expliquant à mes élèves qu'un texte de loi, c'est d'abord une promesse d'équité. Je l'avais oublié, cette leçon. Il était temps de la reprendre pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon carnet, posé à côté le courrier de la mairie et le vieux stylo à plume de Jacques. La plume glissait sur le papier, lente et ferme. J'ai commencé à faire la liste. Procuration signée sans lecture, vente annoncée sans consentement, courrier officiel daté du 3 mai. Chaque ligne posée calmait ma respiration. C'était presque un acte de réparation. Le désordre intérieur se transformait en preuve. Je n'étais plus une vieille femme désorientée. Je redevenais l'institutrice précise, méthodique, celle qui corrige sans trembler. À minuit, j'ai refermé le carnet. Je me suis levée et éteint la lampe, et dans le miroir du couloir, je me suis vue autrement. Mon visage n'avait pas changé, mais dans mes yeux, il y avait cette lueur qu'on reconnaît chez ceux qui ont cessé d'attendre. Je me suis dit à voix haute, sans théâtralité, « Je n'ai plus Jacques, mais j'ai la loi. » Et un stylo. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un autre notaire. Ce n'était pas un cri de guerre. C'était un retour à la vérité. Une vérité simple, écrite à la main, au milieu des lilas en fleurs, qui commençaient à perdre leurs pétales sur le gravier comme pour m'accompagner dans ma mue. Maître Morel avait le genre de visage qui ne trahit rien. Rides discrètes, lunettes fines, mains propres. Son cabinet sentait le cuir et la bibliographie, un lieu où les choses se nomment précisément pour ne pas se perdre. Je suis entrée avec ma pochette rouge, la maison, comme un talisman et la lettre de la mairie. Il n'a pas souri. Il a posé les papiers devant lui et a dit, simplement, « Montrez-moi tout ». Il a lu, lentement, avec la concentration mesurée des gens qui travaillent sur la durée. Puis il a sorti sa loupe, a comparé les signatures, a consulté les registres. À la 3e page, son regard s'est durci. « Madame D, ceci n'est pas une procuration d'urgence. La signature n'a pas été recueillie en votre présence et plusieurs mentions obligatoires sont absentes. » Les mots ont décrispé mes épaules comme une main qui détache un poids. Il a pointé une date, un tampon, un envoi postal indiqué comme ayant été déposé par mandataire. On peut parler de falsification, et il y a clairement matière à contester la validité de l'acte. Il y a en outre un conflit d'intérêts apparent. Le dossier a été géré par votre fille, dont l'étude notariale est liée à la transaction. C'était pire que je ne l'avais imaginé, mais en même temps plus simple. Il y avait des preuves. La tromperie avait une forme administrative, des plis, des numéros, des dates. Cela se laissait écrire, contrer, ranger. Ma colère a pris la forme d'un plan. Ma détresse s'est transformée en méthode. Nous avons convenu d'une marche à suivre. Maître Morel a demandé un constat d'huissier sur la procuration et sur la procédure de vente. Il a préparé une lettre de mise en demeure à l'acheteur,
sollicitant la suspension immédiate de toute mutation tant que la situation n'était pas clarifiée. Il a refusé le sensationnel. La loi est un outil discret, madame. On s'en sert sans faire de bruit. Parallèlement, j'ai consulté Maître Clément, avocate, qui avait travaillé sur des dossiers de famille et connaissait ces violences qui se font sans éclat. Elle a posé les mots que je sentais mais que je ne savais pas dire. Abus de faiblesse, faux et usage de faux. Recel de patrimoine. Nous avons déposé une main courante, fait constater les faits et lancé la procédure pénale à titre conservatoire. Elle a insisté sur la nécessité de rassembler immédiatement tous les documents relevés bancaires, courriers, SMS, captures d'écran et de les classer selon une chronologie irréfutable. J'ai obéi comme une institutrice qui remet les cahiers en ordre avant un contrôle. La consolation ténue fut la précision des étapes. Avec Maître Clément, nous avons rédigé la plainte, elle a pris contact avec un huissier pour un constat, et ensemble, nous avons adressé des demandes conservatoires à la banque, afin de geler toute opération liée à la cession. Chaque démarche était une petite réparation qui rendait mon monde solide à nouveau. Il n'y avait pas d'éclat, seulement des tampons, des accusés de réception, des copies recommandées. La revanche, je l'ai appris, peut se faire à l'ombre d'un cachet. Sur le plan personnel, j'ai pris des précautions. J'ai fermé le compte joint qu'on m'avait fait signer, sans y prêter garde, et ouvert un compte strictement à mon seul nom, dans une agence différente. Le conseiller, surpris mais respectueux, m'a installé un code, un double contrôle, et a noté ma demande qu'aucune procuration ne soit acceptée sans ma présence. On apprend, à mon âge, à transformer la méfiance en outil simple. J'ai aussi rédigé un testament propre, clair, net. Avec Maître Morel, nous avons convenu d'un dispositif testamentaire où la maison revenait à Léa, ma petite fille cadette, celle qui, enfant, avait aimé arroser les lilas sans jamais rien prendre pour acquis. Pas par vengeance, je n'ai pas voulu que la justice se confonde avec la rancœur, mais par fidélité. Que le patrimoine aille à celle qui respectera le parfum du jardin. Signer ce testament m'a fait l'effet d'un acte de propriété morale. Je décidais encore, jusqu'au bout, de ce qui devait rester. La pochette rouge s'est remplie. Photocopie des mails, capture d'écran des publications, copie des échanges avec l'agence, le constat d'huissier, la mise en demeure. J'ai numéroté, daté, classé. Chaque feuille glissée dans ce dossier me rendait un peu plus forte, non pas par rancœur, mais par clarté. Les procédures allaient suivre leur cours et, si je le voulais, la justice ferait son travail à son rythme, mais avec des signes qui ne trompent pas. Je ne criais pas. Je n'ai pas crié une seule fois. J'ai agi dans le silence d'une mécanique qui respecte les formes. La lettre recommandée, le tampon, le délai, l'avocat qui rappelle. C'est une vengeance sans parade, sans banderole, une remise en ordre. Et pendant que mes adversaires pensaient m'avoir réduit à une vieille femme docile, je me suis doté des instruments qui font plier la présomption et révèlent la vérité. Ils m'avaient prise pour une personne trop vieille pour comprendre. Ils allaient découvrir ce que le calme peut porter, de la persévérance, de l'exactitude et, au bout, la restitution. Ils m'ont prise pour une vieille femme docile. Ils vont découvrir ce que calme veut dire. Le jour de la convocation, le ciel de Tours avait cette couleur pâle et indécise des matins de printemps. J'étais arrivée la première au cabinet, un quart d'heure d'avance, comme toujours. Le hall sentait le bois ciré et le papier ancien. J'avais sur les genoux ma pochette rouge, celle que je tenais désormais comme un bouclier. Maître Morel m'avait salué d'un signe de tête sobre, puis il m'avait dit doucement « Restez calme, Madame D. Les faits parleront d'eux-mêmes. » Je n'ai rien répondu. À cet instant, j'étais déjà au-delà des émotions. Ce qui devait se dire serait dit. Ce qui devait s'effondrer, s'effondrerait. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Claire est entrée d'un pas vif, vêtue de beige, son sac d'avocate au bras, son visage fermé dans cette expression qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir raison avant même de parler. Elle n'a pas croisé mon regard. « Bonjour, maître », a-t-elle dit avec un sourire poli, presque mécanique. Puis, d'un ton sec, « J'espère qu'on va enfin régler cette histoire de malentendu. Ma mère est fatiguée. Tout cela la dépasse. » Maître Morel ne répondit pas. Il ouvrit le dossier, prit une feuille, la plaça devant lui. « Justement, madame, il s'agit de vérifier ce qui vous dépasse et ce qui, au contraire, dépasse le cadre de la loi. »
Il commença à lire. D'abord, les documents que j'avais fournis. Copie de la procuration, preuve de dépôt, les signatures comparées. Puis, il posa sur la table la pièce maîtresse. Le constat d'huissier prouvant que la procuration avait été utilisée pour une transaction de vente sans consentement du mandant. Le ton de sa voix ne tremblait pas. Chaque mot tombait avec la régularité d'un marteau sur le fer froid de la vérité. Claire tenta d'intervenir. Mais c'était pour la protéger. Elle ne comprend plus bien, elle mélange les dates, les papiers. Le notaire leva les yeux vers elle. « Madame, j'ai fait vérifier la signature. Elle ne correspond pas à celle de votre mère. J'ai également pris connaissance du lien de votre étude notariale avec l'agence chargée de la vente. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts manifeste. » Un silence épais s'installa. Je sentais mon propre souffle, calme, régulier. Claire, elle, avait perdu ses couleurs. Ses mains tremblaient sur le sac posé devant elle. « Tu me fais honte, maman », lâcha-t-elle soudain, d'une voix étranglée. Je la regardai, longuement. « Non, Claire, tu t'en es chargée toute seule. » Il n'y eut pas de cri, pas de drame. Seulement ce face-à-face muet, où l'on sent que les rôles viennent de s'inverser à jamais. C'est elle, la fille sûre d'elle, la notaire froide, qui vacillait sous le poids du réel. Et moi, la mère effacée, que l'on croyait sénile, qui tenait la ligne droite de la vérité. Maître Morel reprit. La vente est suspendue. Une plainte a été déposée pour abus de faiblesse et falsification. D'ici là, la propriété reste sous votre nom, Madame D. Jusqu'à jugement, vous demeurez pleinement propriétaire du bien. Puis, comme un geste simple mais solennel, il sortit de son tiroir une clé brillante, ancienne. Je crois que ceci vous revient. La clé, celle de la maison. Je l'ai prise entre mes doigts. Elle était tiède, lourde, presque vivante. Je n'ai rien dit. Je l'ai serrée dans ma paume, comme on serre la main de quelqu'un qu'on croyait perdu. Claire n'a pas insisté. Elle s'est levée, le visage fermé, a ramassé son sac, et sans un mot, elle a quitté la pièce. La porte s'est refermée derrière elle, dans un claquement sourd. Dans le silence, j'ai entendu, au loin, par la fenêtre entr'ouverte, le vent passait entre les lilas du jardin voisin. Il refleurissait, comme chaque année, et j'ai compris que la justice, parfois, ne fait pas de bruit. Elle se pose, simplement, à la bonne place comme une clé retrouvée. Je suis restée là quelques secondes, le dos droit, la main encore posée sur le bois de la table. Puis j'ai rangé la clé dans ma poche et j'ai dit, sans pathos, mais avec une tranquillité neuve, « Merci, maître, je vais rentrer chez moi. » Dehors, la lumière de mars baignait les trottoirs. Les lilas, eux, commençaient à embaumer. La maison m'attendait. Et cette fois, je n'avais plus besoin de frapper à la grille. Les semaines qui suivirent la confrontation eurent la texture étrange des lendemains de tempête. Un calme inhabituel, presque trop grand, où chaque bruit semble compter double. La nouvelle de l'affaire s'était répandue à Tours, comme se répandent toujours les choses qu'on ne dit qu'à voix basse dans les allées du marché, à la sortie de la messe ou au salon de coiffure. On ne parlait pas de scandale, mais d'histoires tristes, de malentendus juridiques. Pourtant, tout le monde savait. Claire, incapable d'affronter les regards, quitta la ville quelques jours plus tard. Elle avait pris un poste à Paris pour se concentrer sur sa carrière. Je n'ai pas cherché à la retenir. J'ai simplement regardé, depuis la fenêtre du salon, sa voiture tourner au bout de l'allée. Elle n'a pas dit adieu. Je n'ai pas dit pardon. C'était trop tôt, être trop tard. Le silence qu'elle laissait derrière elle était lourd, mais pas amer. Il y avait dans ce vide quelque chose d'apaisant, comme si la maison elle-même respirait enfin. Je me suis remise à vivre selon mes habitudes d'avant, celles que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Le matin, je sortais cueillir quelques branches de lilas pour la table. Leur parfum envahissait la cuisine, mêlé à celui du café. C'était le même geste qu'autrefois, mais cette fois, il appartenait à moi seule. Léa, ma petite fille, a commencé à venir plus souvent. Elle déposait son sac d'école à l'entrée et me demandait « Tu veux que je t'aide à arroser ?» Alors, nous sortions toutes les deux, en silence, avec l'arrosoir vert en métal. Elle ne posait pas de questions. Les enfants, parfois, comprennent mieux que les adultes. Elle savait qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais elle ne cherchait pas à nommer. Elle m'offrait sa présence comme on tend une main sans condition. Un soir,
Je lui ai confié la clé que Maître Morel m'avait rendue. Je la lui ai posée dans la paume. C'est la clé de la maison, mais aussi celle de la vérité, lui ai-je dit. Elle l'a regardée longtemps, puis m'a serré dans ses bras, sans un mot. C'était la première fois depuis des mois que je pleurais pas de douleur, mais d'émotions simples. Dans le quartier, les voisins chuchotaient. Elle a gagné sans colère. Une femme de justice, pas de vengeance. Ces mots me faisaient un peu sourire. Ils ne savaient pas à quel point gagner peut être un mot vide. Ce que j'avais récupéré n'était pas une victoire, mais un équilibre. Un ordre retrouvé. J'ai fait repeindre les volets, un vert doux, presque gris. J'ai trié les papiers, classé les factures, rangé les dossiers dans une armoire claire. J'ai même nettoyé le grenier, où j'ai retrouvé les cahiers d'école de Claire, ses dessins d'enfants, sa première rédaction, ma maison au lilas. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé le cahier sur la table et l'ai ouvert à la première page, et j'ai murmuré. C'était notre maison, Claire. Pas un dossier à liquider. Le soir, en refermant les volets fraîchement peints, j'ai regardé le jardin. Les lilas, à nouveau, fleurissaient avec exubérance. Leurs branches, secouées par le vent, semblaient se pencher vers moi comme pour dire « Tu as tenu bon ». Je ne voulais pas régner sur un champ de ruines. Je voulais seulement vivre dans un lieu juste, où rien ne serait volé, ni les murs, ni la mémoire, ni la paix. Et c'est peut être cela, au fond, la plus vraie des justices. Celle qui ne réclame plus d'ennemis. La vente s'est faite sans hâte, un matin clair du mois de mai. Cette fois, c'est moi qui avais signé les papiers, calmement, le stylo bien en main. Pas de ruse, pas de cachette. Seulement la loi, dans son exactitude apaisante. Quand j'ai remis les clés à l'acheteur, un jeune couple ému de devenir propriétaire pour la première fois, je n'ai pas ressenti de déchirure. Seulement une respiration longue, libre. Je suis resté quelques instants dans l'allée avant de partir. Les lilas étaient encore en fleurs, d'un violet tendre. J'en ai coupé une petite branche, la dernière, que j'ai nouée avec un ruban blanc. Je l'ai posée dans une coupe de verre. Elle m'a suivi jusqu'à Angers, dans mon nouvel appartement. Un petit 2 pièces claires, au 3e étage, avec vue sur un parc où les enfants jouent le mercredi. Le silence y a une couleur neuve, celle du recommencement. Les premiers jours, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre vie. Plus de bruit de pas dans le couloir, plus de volets à refermer, plus d'allées à balayer. Mais très vite, la légèreté a remplacé la nostalgie. J'ai recommencé à lire, à écrire, à coudre de petites choses pour Léa. Je buvais mon café au balcon, en regardant le vent remuer les arbres. Chaque matin, je me disais, c'est donc cela, vivre pour soi. Léa venait souvent les week-ends. Nous faisions le marché, puis nous rentrions préparer une tarte qu'elle appelait la tarte au lilas, un clin d'œil pour rire, sans recette réelle. Elle déposait la coupe de fleurs séchées au centre de la table, comme un petit autel discret. Et chaque fois, elle me demandait « Tu regrettes ?» Je répondais toujours de la même voix douce. « Non. Ce qui est à soi, ce n'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on choisit de quitter. » J'ai repris goût aux correspondances. Des lettres à d'anciennes collègues, des cartes postales à mes voisines de Tours, un carnet de pensées que je remplissais le soir. Les mots étaient redevenus mes compagnons fidèles. L'un d'eux, un soir d'été, m'a traversé comme une évidence. On m'a arraché les racines, mais j'ai appris à fleurir en pot. Je l'ai écrit en grosses lettres, au centre de la page. C'était ma façon à moi de dire que rien n'avait été perdu, seulement déplacé. La maison avait changé de main, mais ma mémoire, elle, avait retrouvé sa place juste à l'intérieur de moi, pas dans les murs. Peu à peu, j'ai compris que la liberté n'a pas besoin de porte ni de clôture. Elle se tient dans le geste d'ouvrir la fenêtre, d'allumer une lampe, d'écrire une phrase exacte. Je n'étais plus la gardienne d'une maison, j'étais devenue la gardienne de ma propre paix. Et chaque fois que le vent d'Angers portait une odeur de fleurs, je fermais les yeux et j'entendais, très loin, dans un coin de mémoire, les lilas de Tours murmurer encore. « Tu as bien fait, Hélène. Tu as su partir avant qu'on ne t'enferme. » La nuit était douce, calme, presque immobile. Dans l'appartement d'Angers, la lampe du salon projetait sur le mur des ombres lentes, comme celle d'un feu qui ne brûle plus, mais qui éclaire encore. Je m'étais installée à ma petite table d'écriture, la coupe de lilas séchée à ma droite, le carnet de cuir ouvert devant moi. Sur la première page, les mots écrits 1 an plus tôt me sautaient aux yeux. Ils ont vendu ma maison.
Je suis restée longtemps à les regarder, sans colère, sans nostalgie non plus. Puis, d'une écriture plus assurée, j'ai ajouté juste en dessous. Mais ils n'ont pas vendu ma dignité. Les deux phrases se faisaient face, comme deux témoins d'un même procès, celui de la vie. L'une parlait de perte, l'autre de justice. Entre elles, il n'y avait plus ni rancune, ni peur, seulement une forme d'équilibre. Je me suis levée pour ouvrir la fenêtre. L'air du soir portait un parfum de pluie et de terre, ce parfum qu'on sent avant le renouveau. En contrebas, le parc bruissait doucement, des rires d'enfants montaient par vagues. J'ai pensé à Claire, quelque part à Paris. Enfermée dans ses dossiers, dans ses silences, je ne lui en voulais plus. La colère, à mon âge, est un luxe inutile. Ce qui reste, c'est la clarté. Je me suis assise de nouveau, et les mots sont venus d'un seul trait. Simple, précis, comme s'ils m'attendaient depuis toujours. On m'a pris des murs, mais pas ma mémoire. On m'a trahi dans les règles, j'ai répondu par la loi. Et j'ai compris qu'il existe des victoires sans applaudissements. Le silence peut aussi être une forme de justice. En les relisant, j'ai senti un apaisement profond, presque physique. C'était comme refermer la porte d'une maison après l'avoir longtemps laissée entr'ouverte. J'avais fait le tour de ma propre histoire non pas pour la clore, mais pour la rendre habitable. Sur le rebord de la fenêtre, j'ai posé la clé de la maison au lilas. Elle ne servait plus à rien, mais elle restait le symbole de tout ce que j'avais su reconquérir. Le droit de décider, de signer, de parler, de me taire. Un simple morceau de métal, devenu témoin de ma vérité. Puis j'ai pris le bouquet de lilas séchés, celui que j'avais emporté en quittant Tours. Je l'ai replacé dans le vase, sous la lumière tiède de la lampe. Leurs pétales étaient fragiles, presque transparents, mais ils tenaient encore. Comme moi, j'ai refermé mon carnet, lentement. Il y a eu un petit bruit sec, clair, celui des choses finies. Je suis restée là un moment, les mains posées dessus, le regard perdu vers la fenêtre ouverte. Dehors, le vent s'est levé, a traversé la pièce comme une caresse. Et dans ce souffle léger, j'ai murmuré, pour moi seule. La paix enfin. La caméra, si elle existait, se serait éloignée doucement. Une femme âgée, un carnet fermé, une clé immobile, et dans le vase, un dernier bouquet de lilas. Silencieux, mais debout.